La Formule 1, le pinacle du sport moteur. Une histoire splendide, comptant d'innombrables pilotes talentueux. Mais surtout, des voitures iconiques comme les 5 présentées à travers cette série de podcasts, F1 de légende. Comme annoncé dans le dernier podcast, nous allons aujourd'hui parler de l'écurie Brabham et d'une voiture qui n'aura eu qu'une seule apparition officielle en course. Course qu'elle aura remportée haut la main. Il s'agit évidemment de la Brabham BT46B. Si cette monoplace n'a eu qu'une très brève apparition en Formule 1, elle a marqué les esprits. Dès son introduction, elle devient source d'innombrables conflits qui ont causé sa perte. Mais pour bien comprendre comment la BT46B a été conçue, il faut faire un saut en arrière. L'écurie Brabham naît en 1962. Elle est le fruit de l'Australien Jack Brabham et de Ron Toranak. Jack est un mécanicien de maintenance aéronautique de formation, mais il va très vite travailler sur des voitures. Par la suite, il commence à prendre part à des courses. D'abord en Australie, où il fait la connaissance de Ron, qui est lui ingénieur, et puis en Europe, où il découvre la Formule 1. Il dispute son premier Grand Prix en 1955 en Grande-Bretagne, au volant d'une Maserati privée. Il signe par la suite chez Cooper, avec qui il remporte les championnats du monde de 1959 et 1960. L'année de ce dernier titre, Jack s'associe avec Ron Toranak pour créer Motor Racing Developments. Cette entreprise va d'abord faire des voitures de course pour des catégories inférieures à la F1, comme la Formule 2. Les monoplaces ont du succès et les deux hommes décident donc de s'attaquer à la catégorie reine en 1962. Brabham est le pilote et Toranak, lui, est l'ingénieur et le concepteur du team. Leur premier Grand Prix sera le GP d'Allemagne 62. En 1963, l'équipe signe Dan Gurney comme partenaire pour Jack Brabham. Celui-ci remporte les 2 premières victoires de l'écurie l'année suivante. En 1965, le team signe un autre pilote du nom de Denny Hulme. Mais c'est en 66 que Brabham connaît son réel coup d'éclat. Cette saison marque le retour au moteur 3 litres. Jack a alors décidé de s'allier avec l'entreprise australienne Repco pour développer un moteur compétent. C'est ce qu'ils ont réussi à faire avec un moteur V8 de la même marque. Celui-ci alimentait les Brabham BT19, BT20 et BT24 qui ont permis au team de décrocher les titres constructeurs de 66 et 67. Jack Brabham décroche par la même occasion son 3e et dernier titre pilote en 1966. Ce qui fait toujours de lui le seul pilote de Formule 1 à avoir remporté un sacre avec sa propre écurie. Quant à son équipier néo-zélandais Denny Hulme, il est titré l'année suivante. En ce qui concerne le nom des monoplaces, le BT que l'on retrouve à chaque fois signifie pour toutes Brabham Toranak. Les prochaines saisons seront quant à elles dominées par des équipes propulsées par un moteur V8 Force Cosworth DFV avec Lotus, Matra, Tyrrell et McLaren. Brabham passe lui aussi au Ford Cosworth DFV en 1969. Le team termine le championnat vice-champion constructeur grâce aux bonnes performances de Jack et Jackie Hicks. En 1970, Jack débute bien le championnat, mais c'est finalement Jochen Rindt qui devient le champion du monde. Le team Lotus élu sacré constructeur. Si vous souhaitez en savoir plus par rapport à cela, je vous invite à écouter mon premier podcast. Il retrace l'histoire de la Lotus 72. À la fin de cette saison, Jack Brabham décide de prendre sa retraite et de vendre ses parts dans Motor Racing Developments et Brabham à Ron Toranak. Ce dernier se retrouve donc à la tête de l'équipe en 71. Mais l'écurie a du mal à performer et n'empoche qu'un seul podium avec Graham Hill. En 1972, Ron Toranak revend à son tour ses parts à Bernie Ecclestone. Bernie est un homme d'affaires anglais et l'ancien manager de Stuart Lewis Evans et Jochen Rindt, tous deux décédés derrière le volant. En tant que patron du team, celui-ci nomme un nouveau concepteur pour les voitures, le jeune ingénieur sud-africain Gordon Murray, l'homme qui va en 1978 concevoir la BT46B. Lors du prochain podcast, nous reviendrons d'ailleurs sur une autre de ses créations qui a battu tous les records. Mais revenons-en à Bernie Ecclestone pour mieux comprendre ce qui causera la perte de la Brabham BT46B. L'anglais a très vite compris le potentiel fructueux de la F1. Cependant, pour arriver à capitaliser sur le sport, il faut que celui-ci soit plus professionnel. Dans ce but, il fonde en 1974, avec plusieurs autres patrons de team, la Formula One Constructor Association, dite FOCA. Celle-ci signifie en français l'Association des constructeurs de Formule 1. Les autres fondeurs ne sont pas des moindres, car il s'agit de Max Mosley, Frank Williams, Colin Chapman, Ted Mayer et Ken Tyrrell. En 1976, Bernie et la FOCA vont commencer à penser à vendre les droits de télévision de la F1 de manière différente. À l'époque, les chaînes de télévision peuvent décider des grands prix qu'elles souhaitent diffuser. Mais dès lors, ils vont convenir de vouloir vendre les droits de télévision sous forme de contrats annuels ne permettant plus de choisir uniquement les courses qui intéressent les différentes chaînes. La FOCA se bat également afin de permettre à chaque écurie d'avoir des revenus pour leur participation au championnat. Or, ce n'était pas le cas auparavant. Cela débute en 1975 et la FOCA va vite mettre la pression sur les organisateurs de Grands Prix.
L'association menace de ne pas rouler si les revenus perçus par les teams ne sont pas suffisants ou si les conditions des circuits ne les arrangent pas. Ainsi, l'organisation montre clairement son assise politique sur la Formule 1, tant au niveau économique qu'au niveau sportif. L'année 78 débute de la meilleure des façons pour Bernie Ecclestone. Toujours à la tête de l'écurie Brabham, il se voit nommé chef exécutif de la FOCA. Max Mosley devient alors son conseiller juridique. D'un point de vue compétition, 1978 marque la seconde année d'un concept amené par Lotus, l'effet de sol. Seule l'écurie britannique dispose alors de son secret. Ce phénomène de succion colle la monoplace au sol et leur permet de gagner en adhérence dans les virages à haute vitesse. Le fonctionnement se base sur des pontons sculptés en forme d'aile inversée qui plaquent la voiture au sol, ainsi que des jupes latérales qui empêchent l'air de s'évader. Le team de Chapman va débuter la saison avec la Lotus 78 qui remporte 2 succès. La monoplace est remplacée en cours de saison par son évolution, le modèle 79. De son côté, l'écurie Brabham, nommée à ce moment Parmalat Racing Team à cause du sponsoring, introduit la BT46A conçue par Gordon Murray pour la saison 78. La monoplace est une évolution de sa prédécesseur, la BT45, qui a roulé lors des 2 premiers GP de l'année. Les pilotes du team sont Niki Lauda et John Watson. L'Autrichien Niki Lauda, qui a connu son terrible accident en 1976, est à l'époque un double champion du monde à la quête d'un 3e titre. Raison pour laquelle il rejoint l'écurie Brabham pour cette saison. John Watson, lui, est un pilote britannique présent chez Brabham depuis 1977. La BT46A dispose toujours d'un moteur Alfa Romeo 12 cylindres à plat. Ce puissant moteur va d'ailleurs s'avérer être un souci pour appliquer l'effet de sol à la voiture. À cause de sa largeur, Murray n'est pas disposé à installer des pontons permettant de coller la voiture au sol. La monoplace est également équipée de freins en carbone, d'une suspension pneumatique qui facilite les changements de pneus et d'une monocoque en aluminium. Mais les résultats de la BT46 ne sont pas assez probants face à ceux des Lotus 79 de Mario Andretti et Ronnie Peterson. Gordon Murray commence donc à imaginer durant le printemps une évolution qui serait capable de concurrencer Lotus. Et c'est ce qu'il réussit à produire pour le Grand Prix de Suède. Il implante un ventilateur à hélice provenant du système de refroidissement d'un char d'assaut verticalement au-dessus du moteur. Il fixe également sous le châssis des jupes. Le tout permet donc de bénéficier du phénomène de succion qui colle la monoplace au sol. Mais le règlement de la Formule 1 précise bien qu'aucun élément dont la fonction principale est d'influencer l'aérodynamique ne peut être mobile. Toutefois, Gordon Murray a pensé à cela, comme nous l'explique René Fagnan, journaliste chez Pole Position Magazine. Il y avait plusieurs, en anglais on utilise loophole, qui veut dire des zones grises, on va dire, de la réglementation technique. Et il a été assez intelligent pour dire non, le ventilateur qui est fixé au-dessus de la voiture ne sert pas à l'aérodynamique, il sert à refroidir la voiture. Parce que le gros moteur V12 à plat Alfa Romeo était très mal lubrifié et puis très mal refroidi. Donc il s'est dit, on va le refroidir artificiellement en mettant un gros ventilateur. Ce qui était vrai, par contre, en scellant tout le périmètre de la voiture, ça permettait d'avoir un gros effet de succion. Donc tout de suite, les autres écuries se sont dit « Ouais, mais c'est un artifice aérodynamique mobile puisque ça bouge, donc ça devrait être interdit. » Donc, en fait, il y avait ce gros ventilateur-là qui était au-dessus du moteur et puis au-dessus de 2 radiateurs. Donc, oui, ça refroidissait l'huile, ça refroidissait l'eau, mais par contre, ça aspirait tout ce qui était sous la voiture et puis le rejetait en arrière. La Brabham BT46B ne peut donc pas être interdite grâce à l'interprétation ingénieuse du règlement par Gordon Murray. Dès son arrivée en Suède, la monoplace crée énormément de débats. Colin Chapman prend directement position et dit que la voiture est illégale. C'est pourquoi Bernie Ecclestone décide de ne pas directement montrer de quoi la BT46B est capable. Ses pilotes sont alors contraints de faire les qualifications avec le réservoir d'essence plein. Mario Andretti décroche ainsi la pole avec près de 7 dixièmes d'avance sur Watson et Lauda. Lors de la course, Andretti et Lauda réalisent un bon départ. L'Américain et sa Lotus 79 conservent la tête de la course, tandis que l'Autrichien double son coéquipier et se retrouve en seconde position. Durant la suite de la course, Niki va ménager sa BT46B afin de ne pas paraître trop rapide. Il reste donc longtemps derrière Andretti. Au 21e tour, John Watson est contraint à l'abandon. Son ventilateur a envoyé trop de particules dans son radiateur, ce qui a provoqué un souci moteur. Le meilleur tour de la course est signé Lauda en 1:24.836 lors du 33e tour.
6 tours plus tard, Andretti glisse sur une étendue d'huile et se fait dépasser par l'Autrichien. À partir de ce moment-là, Niki s'échappe et montre de quoi la Brabham BT46B est réellement capable. Il gagne avec 34 secondes d'avance sur Riccardo Patrese. Directement après la course, certains patrons d'écurie outrés, dont Ken Tyrrell et Colin Chapman, demandent la disqualification de la Brabham qu'ils jugent trop dangereuse, à l'instar de ce que nous raconte René Fagnan. Il y a des écuries, comme on revient encore à Colin Chapman, qui a dit ouais, mais ça jette tous les débris qu'il y a sur la piste, qui n'était pas vrai parce que la vitesse tangentielle de ce qui était projeté était à peu près de 50 km/h. Donc, quand Mario Andretti disait « je reçois plein de débris, de pierres, de tout », évidemment, son rôle, c'était d'exagérer l'affaire pour la faire interdire. Ils font cela car si elle est jugée légale, il leur faudra du temps et de l'argent pour parvenir à produire une voiture capable de concurrencer la BT46B. Après une vérification des autorités sportives suite à la course, la voiture est bien déclarée légale. Les autorités déduisent que les ventilateurs et l'air projeté servent principalement à refroidir le moteur. Mais les dirigeants des teams sont décidés à ne pas en rester là. Ils demandent à Bernie Ecclestone de retirer sa voiture de la compétition lors d'un meeting de la FOCA. Chapman accuse même Ecclestone d'être jugé parti dans l'affaire. En effet, il est le président de la Formula One Constructor Association et le président de Brabham. Chapman ajoute que si la voiture n'est pas retirée de la compétition, tout le monde fera pareil. Il prouve même cela de façon inventive. Ce qui est intéressant, c'est qu'immédiatement après, Colin Chapman a fait réaliser par Peter Wright une maquette de la Lotus 79 munie de ventilateurs, disant « Regardez, avec des photos prises au Polaroid, donc bien avant les smartphones actuels, mais puis dire « Regardez, j'ai déjà une voiture prête. » Donc, Wolf aussi avait mis un vulgaire ventilateur en arrière de la Wolf, puis dire nous aussi on est prêts. Et puis là aussi, la FISA a vu qu'il y aurait une escalade non seulement de coûts à produire ces voitures-là, mais de fait de voir les vitesses moyennes accélérer à des circuits qui n'étaient pas adaptés. Donc je pense que tout le monde s'est mis d'accord. Bon, écoutez, on va arrêter cette folie furieuse de voitures aspirateurs et puis on va passer à autre chose. Il n'y aurait donc plus réellement de limite. Et afin de ne pas perdre tout ce qu'il a construit avec la FOCA, Bernie Ecclestone se concerte avec Gordon Murray. Il lui explique qu'ils peuvent laisser rouler leur voiture jusqu'à la fin de la saison et probablement remporter le championnat. Néanmoins, Ecclestone ajoute que pour lui, la FOCA est plus importante, et les deux ont alors décidé de retirer la BT46B de la compétition. Elle n'aura donc participé qu'à un seul Grand Prix et aura remporté brillamment celui-ci. De plus, la voiture aspirateur de Brabham n'a jamais été bannie. La victoire est donc bien comptabilisée pour celle-ci et pour Niki Lauda. Depuis le retrait de la BT46B, le règlement a été modifié afin d'interdire tout dispositif similaire en Formule 1. Grâce à sa décision, Bernie Ecclestone garde son rôle de chef exécutif à la tête de la FOCA. Quant à Brabham, l'écurie ne remporte pas le moindre titre en 1978 mais finit 3e au championnat constructeur. Lauda signe même une autre victoire dans la saison, cette fois-ci au volant de la BT46A. Concernant la suite de la vie du team, Brabham loupe sa saison 79 avant de revenir un peu plus fort lors de la suivante. Nelson Piquet, un pilote brésilien signé par le team en 79, termine vice-champion du monde derrière Alan Jones et sa Williams. Mais en 81, Piquet et sa Brabham motorisée par Ford remportent le championnat pilote. Celui constructeur revient lui à Williams. L'année qui suit est plus compliquée pour le team, qui n'accroche que 2 succès avec son nouveau motoriste BMW. Néanmoins, la saison 83 sourit à Piquet qui s'accorde un second titre pilote avec sa Brabham. Toutefois, c'est Ferrari qui décroche le titre constructeur. Lors des 2 années suivantes, Brabham parvient uniquement à décrocher 3 victoires grâce au pilote brésilien. Mais coup de tonnerre, il quitte l'écurie fin 85. En 1986, Brabham n'inscrit que 2 petits points et en 1987, le team ne monte que 2 fois sur le podium. Bernie Ecclestone prend donc une décision radicale. Il retire Brabham de la compétition. Toutefois, cela ne marque malheureusement pas la fin de l'écurie en F1. En 1989, elle est de retour suite à son rachat par le Suisse Joachim Lutte, qui finira derrière les barreaux pour escroquerie. Brabham, qui n'est plus que l'ombre du team légendaire qu'il était, survit alors jusqu'en 1992, avant de disparaître à jamais de la Formule 1 au cours de la saison. Lors du prochain podcast, nous reviendrons sur une monoplace qui a remporté 15 des 16 courses de la saison à laquelle elle a pris part. Une monoplace conçue, elle aussi par Gordon Murray. À très bientôt donc, pour un prochain épisode de F1 de légende.